Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous recevrons Mazarine Pinjot. Elle était l'invitée du Monaco Press Club hier. Auteure de nombreux ouvrages, elle nous dévoilera son tout dernier livre et se confiera sur sa passion pour la littérature. Dans ce journal également, portrait d'un chef pas comme les autres. Bruno Serrato est basé à Los Angeles. Depuis 2005, il soutient les personnes dans le besoin et en particulier les enfants. Nous ferons sa connaissance. Une dizaine de carabiniers du Prince est actuellement en stage à Bagnères-de-Luchon, un stage cycliste sur les terres pyrénéennes avec des anciens pros de la Petite Reine. Parmi eux, Christophe Lemével, 9e du Tour de France en 2009. Il sera avec nous ce soir. Mais avant cela, rejoignons Sandrine Nègre pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Sandrine. Comme chaque samedi, nous débutons avec la campagne vaccinale en principauté. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien, le nombre de personnes vaccinées en primo-injection s'élève à 18 836, soit 49,12% de la population. Le nombre de personnes ayant reçu l'injection de rappel est de 15 129, soit 80,32% des personnes qui ont reçu la première injection. Sachez que désormais, ces chiffres pourront comprendre la population à partir de 12 ans, puisque le gouvernement a annoncé que les mineurs dès cet âge pouvaient être vaccinés, avec autorisation du responsable légal, bien sûr. Vous parliez de cette nouveauté pour les mineurs à partir de 12 ans. Quelles sont les autres mesures qui sont entrées en vigueur aujourd'hui, Sandrine ? Le couvre-feu passe de 23 h à minuit. Il sera en cours jusqu'à 6 h du matin. Possibilité pour les restaurants d'accueillir à présent des résidents des Alpes-Maritimes et de la proche Ligurie jusqu'à San Remo. Bonne nouvelle aussi pour les groupes d'amis ou les familles. Les tablés passent de 6 à 8. Dans les bars et cafés, le service peut être assuré sans limitation horaire autre que celle qui découle des dispositions légales habituelles. Le télétravail n'est plus obligatoire, mais il reste recommandé. Et après ce point complet sur l'assouplissement des mesures sanitaires, cette nouveauté dans les rues de Monaco à prendre en compte à partir d'aujourd'hui. Avis aux usagers de la route, oui, qui empruntent les portions dans le secteur du port Hercule. Vous le voyez et vous l'avez peut-être même constaté sur place. Un test a débuté ce 12 juin et il va se poursuivre jusqu'au 10 septembre. Test d'un double sens de circulation avenue Kennedy dans son sens remontant. Il est donc désormais possible de la monter. À cela s'ajoute la création d'un giratoire place Sainte-Dévote. Non loin de là s'ajoute aussi le vaste projet de renouvellement des réseaux téléphoniques, d'éclairage public, d'assainissement et d'adduction d'eau de l'avenue d'Ostende. Merci Sandrine. Elle a vécu 19 ans dans le secret avant que son existence soit révélée au grand jour par la presse. Mazarine Pinjot est la fille de l'ancien président de la République, François Mitterrand. Elle a fait du secret, des liens familiaux, le noyau de ses romans. Mazarine Pinjot était dernièrement l'invitée du Monaco Press Club, le premier post-Covid. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mazarine Pinjot. Bonsoir. Évoquons tout d'abord votre dernier ouvrage, Et la peur continue, paru aux éditions Mial et Barreau. C'est le sentiment de peur qui a guidé l'écriture de ce roman ? Oui, tout à fait. De peur à la fois due au fait de la vie et du passé de l'héroïne, mais également d'une peur ambiante qui grignote comme ça la société de manière horizontale. Donc oui, c'est le sentiment en tout cas qui a guidé l'écriture du livre. C'est un livre sur les fêlures de l'enfance que l'on dissimule lorsque l'on devient adulte. Oui, enfin qu'on dissimule depuis tout le temps en fait, qui ont été presque oubliés. C'est une forme d'amnésie et puis qui ressurgissent comme ça à la faveur d'un événement et qui vous emporte quoi, dans une sorte de bourrasque. Et voilà, c'est vraiment l'histoire d'une peur justement qui grossit parce qu'elle ne trouvait pas forcément d'image ou de mots et puis qui finalement retrouve son origine. Et c'est la quête de l'origine de cette peur qui est l'histoire de ce livre. Les blessures du passé, le poids des secrets de famille, c'est un thème qui habite souvent chacun de vos romans. Oui, c'est vrai. Oui, c'est en effet quelque chose qui, voilà, je pense, qui m'habite très profondément, qui évidemment a sans doute à voir avec des choses que j'ai pu vivre, mais qui est aussi un questionnement sur l'enfance, sur ce conter, sur donc, le secret, sur la façon dont on arrive à finir par éventer le secret, à en parler, à le traduire, comment on vit avec, comment ça vous structure. Bien sûr, ce sont des thèmes qui m'habitent, mais c'est pas un hasard. Oui, mais c'est pas autobiographique. Non, pas du tout. Non. En revanche, j'ai écrit 2 livres, 3 livres, 2,5 on va dire, autobiographiques. Les autres sont vraiment des romans, mais ça travaille sur les mêmes thèmes.
Et La peur continue n'est pas votre premier roman, loin de là. D'où vient cette passion pour la lecture et l'écriture? On le sait un petit peu de par votre père. Alors oui, j'ai grandi entourée de livres, donc ça doit aider sans doute, même si lorsque j'étais plus jeune, j'aimais pas lire du tout, ce qui angoissait beaucoup mes parents. Et puis un jour, ça s'est déclenché. Après, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait qu'on aime lire. Je pense que j'ai été une enfant assez solitaire, que ça a joué aussi. Comment un petit peu passer ses après-midi lorsqu'on n'a pas de frères et sœurs, qu'on peut un peu difficilement inviter des amis chez soi, bon, même si je pouvais parfois, mais voilà, c'était un peu compliqué parce que tout le monde ne savait pas qui j'étais, tout simplement. Et donc je pense que les livres ont aussi un petit peu occupé cette place-là, la place d'amis ou la place de l'imagination, la manière de voyager, de partir, de s'inventer un peu d'autres vies. Et c'est une passion que vous arrivez à transmettre à vos enfants maintenant? Alors pas du tout. Pas du tout. Pourtant, je suis désespérée, mais pour l'instant, ils sont. Moi, je suis entourée de livres. En plus, mon métier, c'est quand même à la fois d'écrire, mais aussi, je suis professeure, donc je passe ma vie à travailler sur les livres. Donc, je suis entourée de ces objets, mais pour l'instant, c'est pas du tout transmis. Pourtant, ils ont l'âge de lire, mais non. Ils lisent des mangas quand même, mais ils regardent plus de séries ou de choses comme ça qu'ils ne lisent. Une nouvelle génération. Le fait d'être présente aujourd'hui pour le Monaco Press Club, le fait de pouvoir de nouveau aller au contact des lecteurs, de retrouver petit à petit une vie normale, c'est une vraie bouffée d'air frais pour vous? C'est une énorme bouffée d'air et on n'en pouvait plus. Et d'ailleurs, les livres s'en sont ressentis. On ne sait pas en fait comment ils ont été reçus. Pour les écrivains, c'est très, très étrange. D'habitude, il y a toujours un retour d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a une sorte de grand silence qui fait qu'on ne sait pas. Eh bien, merci beaucoup, Mazarine Pinjot, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Coup de projecteur à présent sur les actions solidaires du chef Bruno Cerrato. Nous l'avons rencontré lors de sa venue sur le Rocher où il s'est entretenu avec l'archevêque de Monaco. La cuisine de ce chef est réputée aux États-Unis, mais il n'est pas connu uniquement pour cela. Le reportage de Sandrine Nègre, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Et gagner la guerre contre la pauvreté grâce aux pâtes, notamment, c'est l'espoir qui anime Bruno Cerrato, chef entre autres du restaurant White House à Anaheim, en Californie, au cœur de Orange County, non loin de Los Angeles et du célèbre parc Disneyland. Philanthrope et salué pour cela puisqu'il figure sur la liste des héros de CNN, distinction qui sacre les œuvres solidaires et humanitaires réalisées par une poignée d'hommes et de femmes chaque jour. J'ai commencé le 18 avril 2005. Commencé par moi et maman. On était dans un club d'enfants qui était très pauvre. Et maman a vu un petit garçon de 7-8 ans qui mangeait des frites, chose normale pour un petit enfant. Et le directeur du club dit, c'est Bruno, ça c'est son dîner. Du dîner, des frites, c'est tout. Elle me dit oui. Je dis pourquoi? Parce qu'il habite dans un motel. Première chose qu'une maman italienne, ce qu'elle dit, mais Bruno, fais-lui de la pasta. Et c'est ce que j'ai fait le premier jour, le deuxième, le troisième. Maintenant, ça fait 16 ans qu'on fait ça tous les soirs. À la tête du Caterina's Club, qui fournit chaque jour et distribue 5000 repas à des familles et surtout des enfants défavorisés, Bruno Cerrato peut compter sur le soutien de plusieurs mécènes et, comme il le dit lui-même, y compris la plus petite des sommes permet d'avancer pas à pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire du bien, mais ils ne savent pas comment le faire. Mais avec moi, quand je fais des vidéos, des photos, je fais voir aux gens ce qu'on fait. Je parle avec les discours que je fais dans le monde et j'explique exactement comment ça a commencé, où on est arrivé aujourd'hui. De devoir servir 6 millions de repas à des enfants qui ont besoin, c'est un gros numéro. Et je dis toujours aux gens, ne commencez pas avec 1 million, j'ai commencé avec un enfant, une pasta dans un pays, dans un club. Maintenant, on est dans 30 villes et 90 locations. Un rapport récent de l'ONU mentionne que plus de 40 millions d'Américains, dont des enfants, vivent sous le seuil de pauvreté au pays de l'oncle Sam. Les actions du Caterina's Club ne vont pas faiblir. Bruno Cerrato a pu évoquer et présenter ses actions en principauté lors de cette rencontre avec l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David. Voilà pour la belle histoire du chef Bruno Cerrato. Direction les Pyrénées où s'entraînent actuellement une dizaine de carabiniers. Ils participent à un stage cycliste en compagnie de grands noms de la discipline. Parmi eux, Christophe Lemével, 9e du Tour de France en 2009. Bonsoir Christophe.
Bonsoir. Comment se passe ce stage à Luchon? Pour l'instant, il se passe très bien. On a fait 2 grosses étapes de montagne, là, ces 2 derniers jours. Et tout va bien pour l'instant. Tout le monde est ravi d'être ici. Et tous les carabiniers sont très très heureux de monter tous ces cols des Pyrénées. Justement, c'est le lieu idéal pour se perfectionner. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, les cols des Pyrénées? Les cols des Pyrénées, c'est la haute montagne déjà, donc c'est des vrais cols, les cols qu'on passe sur le Tour de France. Et voilà, en fait, c'est des cols mythiques. Et quand on les enchaîne, l'un après l'autre, ça rend la difficulté encore plus dure. Et c'est ça qui est aussi intéressant pour eux, de découvrir aussi ça. Parce que quand on fait un col, c'est très bien, mais quand on en fait 3 dans la journée, c'est un petit peu différent. Oui, alors quel est le niveau de l'équipe des Carabiniers du Prince? Oui, ils sont très bons. En fait, ce que je remarque avec les carabiniers, c'est que ce sont des personnes qui sont très impliquées et résistants. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir rouler avec eux. Je leur donne un petit peu de conseils sur le coup de pédale, dans les descentes aussi, même s'il y a certains qui sont pilotes moto. Et c'est intéressant un petit peu cet échange qu'on peut avoir entre justement les carabiniers et un ex-pro comme moi. Justement, qu'est-ce que vous avez voulu leur transmettre? Là, c'est surtout par rapport à la récupération, entre les cols, savoir aussi comment gérer l'approche d'un col. Pendant l'ascension aussi, le coup de pédale, qui ne mettent pas du trop gros braquet ou pas assez. Et voilà, en fait, un petit peu les guider pour qu'ils comprennent eux aussi comment faire pour justement enchaîner ces jours ici. Vous avez terminé 9e du Tour de France en 2009 et vous avez signé la même année un top 10 lors du Paris-Nice et du Dauphiné. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la discipline? Je le vis encore maintenant parce que je travaille pour l'organisation du Tour de France. Je suis aussi agent sportif de coureurs cyclistes professionnels. Donc le cyclisme, il évolue avec tous les entraîneurs, avec les power watts, etc. Et ça devient de plus en plus professionnel comme travail. Vous l'avez dit, vous êtes agent de coureur cycliste maintenant. C'est une suite logique pour vous dans votre carrière? J'ai voulu rester dans ce milieu, pour moi, parce que c'est le milieu que je connais le mieux pour l'instant. Et j'ai voulu un petit peu, juste pareil avec les carabiniers, avec les jeunes coureurs, les guider, les accompagner, pour qu'eux, ils peuvent faire une belle carrière sur du moyen ou long terme. Bien, merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous ce soir depuis Luchon. Au revoir. Et restons dans le sport avec vous, Sandrine Nègre. Le Jumping International de Monte-Carlo se déroulera du 1er au 3 juillet prochain. 2021 marque en effet le retour du jumping international de Monte-Carlo et il faut le préparer. Les installations liées à la Formule 1 ont en grande partie été enlevées et précisément sur la darse sud côté virage de la Rascasse. Les installations du jumping vont débuter lundi. Passé le 17 juin d'ailleurs, le stationnement ne sera plus autorisé sur les axes routiers du port. Parlons ballon ovale avec ce rendez-vous à ne pas manquer, Sandrine. Une jauge de 5000 spectateurs est prévue pour l'accueil du public les 19 et 20 juin à l'occasion du tournoi de qualification olympique. La billetterie en ligne est ouverte sur le web, le www.monaco-rugby.com. Autre possibilité au Stade Louis II selon les horaires suivants, du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 19h, le 19 juin de 8h30 à 16h et le 20 de 10h à 16h. Et avant d'assister à ce tournoi qualificatif pour les Jeux de Tokyo, Code Sport Monaco revient lui sur les grands événements sportifs qui ont rythmé notre printemps. Un nouveau numéro de Code Sport avec à la une du football et le bilan d'Oleg Petrov, de l'automobile avec Grand Prix historique, e-prix et Grand Prix de Formule 1. Sans oublier la natation et le Mare Nostrum, alors n'hésitez pas à vous procurer ce nouveau numéro qui comprend aussi des articles et des photos sur le basket, le volley et l'aviron. Musique à présent avec ce concert le 25 septembre prochain à Monaco. Concert d'Anna Vissi, chanteuse grecque reconnue, mais également auteure, compositeur et comédienne. Son succès a débuté en 1980, notamment grâce à une performance remarquée lors du concours Eurovision de la chanson. Lors de cette soirée, l'artiste se produira pour la première fois sur la scène de la Salle des Étoiles. Sachez qu'une partie des recettes de ce concert sera reversée à la Fondation Prince Albert II. Et enfin, Sandrine, les bonsaïs sont à l'honneur dans une exposition. Tout ce qui est petit est mignon, cette phrase est bien connue et elle s'applique à merveille à cet art lié au bonsaï. Le Bonsaï Club de Monaco expose jusqu'au 27 juin de 10h à 18h une multitude de pièces qui reposent sur cette culture miniaturisée des végétaux, avec aussi pierre et origami. Tout cela à découvrir à l'espace 22 au 24 boulevard d'Italie.
C'est noté. Merci Sandrine. À tout à l'heure pour les prévisions météo. Il est l'heure de notre traditionnel rendez-vous du samedi. Chaque semaine, la médiathèque de Monaco vous dévoile son coup de cœur. Roman, bande dessinée, autobiographie. Sur quel ouvrage s'est porté le choix de Béatrice Novaretti aujourd'hui? La réponse dans la chronique littéraire. Avec son premier roman, Tony tout court, Chêne Haddad nous plonge pendant 24 heures dans la vie d'une jeune femme. Tony se réveille le matin de ses 20 ans avec un air chagrin, sans savoir comment passer cette journée pourtant symboliquement importante. Elle sait seulement, et c'est essentiel pour elle, que ce soir il y a match de foot. En attendant l'arrivée au stade, lieu qu'elle vénère, on va accompagner Tony dans sa journée. Elle déambule en ville et les lieux traversés, les situations rencontrées font ressurgir chez elle des souvenirs. C'est un roman d'observation, de sensation, de questionnement. Et l'on passe de l'un à l'autre comme nous le faisons au quotidien dans notre tête. On fait corps avec Tony, avec ses douleurs, ses réflexions, ses pensées. En marchant, elle regarde les gens, les amoureux. Cela fait écho avec ce qu'elle a vécu la veille. Un homme l'a insultée, un inconnu à qui elle a dit non. Mais elle repense aussi à M, qui lui a dit « Je ne t'aime pas ». Comment alors ne pas se réveiller le matin de ses 20 ans avec un goût amer? Au fil des heures, Tony va d'un lieu à l'autre, enchaînant les rendez-vous manqués, tout en ramassant sur son chemin des objets comme des cadeaux d'anniversaire. Un gant, une photo, un livre oublié. Elle répète souvent son prénom, telle une petite musique mélancolique, comme pour se donner du courage ou s'incarner. Le roman se termine donc au stade, dans l'anonymat et l'effervescence. Au milieu de cette foule où les sens sont exacerbés, Tony pourra enfin se poser et être sereine. Servi par une écriture très contemporaine, ce roman est une sorte de parcours initiatique. Sur son chemin, Tony libère ses pensées, comme un passage de l'adolescence à l'âge adulte, pour enfin, peut-être, renaître au stade. Tony tout court de Chêne Haddad ainsi que d'autres ouvrages sont à découvrir à la médiathèque de Monaco. On retrouve Sandrine Egg pour les prévisions météo. Sandrine, quelle est la tendance pour demain ? Alors la journée du dimanche 13 juin s'annonce très ensoleillée avec un ciel totalement dégagé, des températures légèrement en hausse par rapport à celles de l'an dernier à la même période. 18 le matin et 28 au meilleur de la journée. Pensez donc à vous hydrater et à vous protéger du soleil si vous vous exposez. Nous fêterons Émilie et Antoine. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Une touche zen et sereine pour refermer ce journal. Ce soir, les photos de Stéphane Dana nous emmènent au Japon en nous faisant découvrir l'exposition proposée par le Bonsaï Club de Monaco. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.